Bonjour et bonne année à tous. En ces temps de Super Bowl, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de parler de football américain au cinéma? Le cinéma américain ne manque pas de films sur le football américain. Ainsi, on peut citer The Waterboy, Mi-temps mi-tard qui n'est autre qu'un remake de Plein la gueule avec Burt Reynolds, The Last Boy Scout, Ace Ventura, Le plus beau des combats, Draft Day ou encore Friday Night Lights qui a donné lieu par la suite à une série dérivée. Mais s'il y a bien un film sur le football américain qui a largement marqué les esprits, c'est L'Enfer du dimanche d'Oliver Stone. Pourtant, Any Given Sunday n'a pas non plus été un énorme succès populaire. Il n'a rapporté que 100 millions de dollars de recettes totales pour un budget de 55 millions, dont seulement 24 millions viennent de l'international. Un score qui peut s'expliquer par la méconnaissance globale du sport en dehors des États-Unis. Mais au fil du temps, l'Enfer du dimanche a largement été réhabilité, y compris en France où il n'avait attiré qu'un peu plus de 467 000 spectateurs. Certains y voient même le dernier grand film d'Oliver Stone, bien qu'Alexandre a gagné en réputation depuis sa sortie calamiteuse. Donc si vous êtes prêts, revenons en 1995, année où Oliver Stone a commencé à travailler sur le projet. À l'époque, Oliver Stone est déjà un réalisateur reconnu, vétéran de la guerre du Vietnam, il a fait une école de cinéma et s'est ensuite illustré comme scénariste. Ainsi, on le retrouve au générique de Midnight Express pour lequel il a reçu l'Oscar du meilleur scénario adapté, mais également de Conan le Barbare, Scarface et L'année du dragon. Débutant une carrière de réalisateur en 1974 avec Caesar, Oliver Stone ne trouve véritablement le succès populaire qu'avec Platoon, son premier film sur la guerre du Vietnam. Il sera ensuite rejoint par Né un 4 juillet et Entre ciel et terre. Outre cette trilogie sur le Vietnam, Oliver Stone se diversifie et se retrouve sur des projets tout aussi intéressants. Juste après Platoon, il iconise Michael Douglas en roi de la finance dans Wall Street, puis Eric Bogossian en animateur radio dans Talk Radio. Il immortalise ensuite Jim Morrison sous les traits de Val Kilmer dans Les Doors, avant de signer le film fleuve JFK, qui est probablement l'un des films les plus polémiques et passionnants des années 90. Puis il y a eu Tueur né en 1994, film polémique par excellence avec sa critique au vitriol des médias et ses excès de violence. En 1995 sort son biopic sur Richard Nixon avec Anthony Hopkins qui n'est pas forcément très bien accueilli, si bien qu'il laisse tomber son projet sur Martin Luther King pour privilégier un autre qu'il envisage depuis quelques années. En effet, le réalisateur avait écrit un scénario durant les années 80 mettant en scène Charles Bronson en joueur âgé, un projet qui n'a jamais vu le jour mais qui a grandement aidé le réalisateur pour façonner Monday Night, un scénario qu'il écrit avec Jamie Williams, ancien joueur des 49ers, et le journaliste Richard Weiner. Le sujet du projet est alors un quarterback noir nommé Damon Reese. Stone décide ensuite d'incorporer deux autres scripts à son projet, On Any Given Sunday de John Logan, scénariste de Gladiator, Rango et Skyfall, et Playing Girl de Daniel Pine, scénariste de La Somme de toutes les peurs. Un projet autour de Robert Ozienga, ancien médecin des Los Angeles Riders, a également été incorporé au projet pour parler des différents problèmes de santé des joueurs. Ozienga avait écrit un livre quelques années plus tôt où il évoquait notamment le Dr Rosenfeld, médecin qui minimisait souvent les blessures des joueurs en disant que ce n'était qu'une broutille, une phrase qui est souvent dite par le personnage de James Wood dans L'Enfer du dimanche. Au final, seul Oliver Stone, John Logan et Daniel Pine seront crédités comme scénaristes par la Writers Guild of America, au détriment de Jamie Williams et Richard Weiner, crédités seulement comme consultants. C'est alors que la National Football League décide de ne pas participer au métrage et par la même occasion suggère aux équipes de football américain de ne pas collaborer avec Stone. Ce qui n'a rien d'étonnant avec un film qui aborde les différents travers des joueurs, y compris leurs problèmes médicaux, sujet que la NFL ne voulait pas évoquer à l'époque. Oliver Stone a donc dû réécrire le script en créant des équipes de toutes pièces et a fait de la Pantheon Cup l'équivalent du Super Bowl dans le film. Ce qui n'a pas empêché des footballeurs américains, anciens comme contemporains, de jouer dans le film, que ce soit pour interpréter des membres du staff des équipes, des arbitres ou des joueurs. Clint Eastwood fut envisagé par la Warner pour incarner Tony D'Amato, le coach des Miami Sharks, sauf qu'il désirait également le réaliser, ce qui lui fut refusé. Robert De Niro déclina l'offre également, laissant sa place à Al Pacino. Il a également été difficile de trouver l'interprète de Willie Beeman, le nouveau quarterback star de l'équipe. Ainsi Cuba Gooding Jr. fut envisagé, mais il y avait trop de similitudes selon Stone avec le personnage qu'il incarnait dans Jerry Maguire. Chris Tucker a ensuite décliné le rôle et il se trouve que Sean Combs, ou P. Diddy, a longtemps été envisagé pour incarner Willie Beeman. Selon Andrew Briniarski, Combs n'a pas été pris parce qu'il lançait très mal les ballons lors des sessions d'entraînement. Selon Combs, il s'agit tout bonnement d'un problème d'emploi du temps. En effet, à l'époque, il devait faire une tournée européenne et plus il l'a retardé pour faire le film de Stone, plus il perdait d'argent, donc il a préféré faire la tournée. Au final, cela a fait la joie de Jamie Foxx, alors peu connu à l'époque. Les acteurs incarnant les joueurs à l'écran ont eu droit à un entraînement intensif de 10 semaines avec Alan Graff, ancien footballeur des années 70. Ainsi, ils étaient prêts pour un tournage qui fut particulièrement éreintant entre la chaleur, les tenues qui sont particulièrement lourdes, et un tournage qui peut s'étaler du début de la journée à la fin de la nuit.
Ce qui frappe dans un premier temps dans l'enfer du dimanche, c'est bien évidemment le montage hypercut et la réalisation d'Oliver Stone lors des scènes de foot. Au premier abord, le montage s'avère assez désagréable avec une multitude de plans et notamment des ralentis et des fondus enchaînés. Mais une fois qu'on s'y fait, on parvient à être complètement immergé dans le chaos ambiant des matchs. La mise en scène d'Oliver Stone se révèle particulièrement immersive, d'autant plus que le réalisateur filma même le terrain, ce qui permet de capter toutes les phases d'action de manière optimale. À cela rajouter que des acteurs avaient des harnais avec des caméras accrochées derrière leur dos ou alors des casques avec des caméras accrochées dessus. Bien qu'il soit un assemblage de différents scripts, l'Enfer du Dimanche se révèle être une véritable réussite scénaristique. Évidemment, l'Enfer du Dimanche reprend des clichés habituels du film sportif, ainsi on se retrouve avec une équipe déclinante qui va reprendre petit à petit du poil de la bête, des rivalités entre joueurs et également des engueulades entre joueurs et coachs. Mais même vus et revus, ces aspects se révèlent particulièrement pertinents dans la manière dont ils sont amenés par des scènes ou des dialogues. Il y a tout d'abord la rivalité entre Cap Rooney et Willie Beeman, les deux quarterbacks stars de l'équipe. Au début du film, Cap Rooney, incarné par Dennis Quaid, a 39 ans et est le quarterback principal de son équipe et a déjà 2 Portman Cup à son actif. C'est alors qu'il se fait mal au disque lors du premier match et qu'il doit être remplacé par Cherubini, puis par Beeman. Willie Beeman est alors un joueur professionnel depuis 5 ans, une des dernières recrues de l'équipe, et a également pas mal de casseroles aux fesses comme des problèmes de santé. Willie Beeman prend alors la grosse tête une fois qu'il devient le quarterback principal, au point de s'aliéner ses collègues, son coach et par la même occasion sa copine. La première différence entre les deux quarterbacks est bien évidemment l'attitude. D'un côté vous avez un vétéran qui est respecté et respectueux de ses collègues et de son coach, et de l'autre une étoile filante qui explose en plein vol en faisant tout et n'importe quoi. L'autre différence est bien évidemment l'âge. D'un côté vous avez un futur retraité, de l'autre un jeune loup. Il y a plusieurs facteurs qui confirment que Cap va devoir passer le relais. D'un côté il y a sa santé et son âge bien évidemment, mais de l'autre il y a des scènes spécifiques. Il y a tout d'abord la soirée de gala où le maire préfère voir le jeune plutôt que le vieux, puis la publicité où Cap doit partager la vedette avec Beeman, alors qu'autrefois il la faisait tout seul. Puis il y a ce dialogue cinglant entre les deux personnages dans les vestiaires. Cap dit au plus jeune qu'il a intérêt à être solidaire de ses collègues, sinon il va finir seul sur le terrain. Et de l'autre, on a Beeman qui lui dit tout simplement qu'il se fait peut-être trop vieux pour ses conneries. Beeman est également en conflit avec Julia Washington, interprétée par LL Cool J, soit ce que pourrait devenir Beeman s'il continue dans cette voie. Un personnage imbu de sa personne et ne jouant que pour le fric et les publicités. Un mercenaire selon son coach. Et le plus amusant étant que le principal reproche qui lui est fait par un enfant qui lui dit littéralement qu'il se fait 10 millions de dollars à rien faire. Puis il y a la relation entre Beeman et son coach qui s'avère également explosive comme l'atteste l'une des scènes phares du film. À ce moment-là, Beeman est invité chez Tony D'Amato et il se trouve qu'à la télévision, il y a Ben Hur de William Wyler. D'un côté, vous avez Ben Hur et Messala qui se combattent lors de la fameuse course de chars, et de l'autre, vous avez Pacino et Fox qui s'affrontent par joute verbale. Le montage de la scène s'avère particulièrement jouissif puisque s'entrechoquent les chants contre chants des deux acteurs, des extraits de Ben Hur, mais également des extraits des matchs précédents. Outre les relations humaines dans une équipe, l'enfer du dimanche s'avère également très pertinent lorsqu'il parle des problèmes de santé des joueurs. En effet, le film montra en 1999 ce que la NFL ne voulait pas trop montrer à cette époque, à savoir des joueurs qui finissent en légumes avec des commotions cérébrales ou se dopent pour rester dans le coup. Luther, interprété par Lawrence Taylor, a de plus en plus de vertiges suite à des commotions cérébrales, ce qui devient de plus en plus inquiétant au fil du film. Dans une des scènes coupées, le personnage de Bill Bellamy se retrouve avec la tremblote au niveau des mains. Le problème est qu'il est receveur et qu'un receveur qui ne peut plus utiliser ses mains, c'est la fin d'une carrière. Donc il se dope pour rester au top. Si le médecin incarné par James Woods n'est pas forcément un saint homme, son successeur joué par Matthew Modine non plus. D'ailleurs, il termine sa transformation en faisant exactement les mêmes erreurs que son mentor. Mais le personnage le plus cynique du film n'est autre que Christina Panacci, incarnée par Cameron Diaz, soit la grande patronne prête à tout pour faire des économies et se foutant de la santé de ses joueurs qu'elle vendra de toute manière. Un personnage aux dents un peu trop longues au point de s'en mordre les doigts durant la dernière partie du film. D'ailleurs, si le sujet des problèmes de santé des joueurs vous intéresse, vous pouvez également voir Seul contre tous, où Will Smith incarne le Dr Bennett Omalu. Évidemment, comment parler de l'enfer du dimanche sans évoquer la prestation remarquable d'Al Pacino qui trouve là l'un de ses derniers grands rôles. L'acteur incarne un personnage seul, désabusé, qui ne croit plus en grand chose, à part peut-être en son équipe et il est peut-être bien le seul. Un homme avec des valeurs qui a tout misé sur le football, quitte à délaisser sa famille au fil du temps. D'ailleurs, dans une des scènes coupées, Jim Caviezel jouait son fils et il se trouve que la rencontre se passe plutôt mal. Les discussions qu'il entretient avec Jim Brown tout au long du film s'avèrent d'ailleurs assez passionnantes, puisqu'ils évoquent tout le fossé entre les différentes générations de joueurs. Jim Brown, qui a été également un footballeur américain, évoque ainsi qu'à une époque, il devait travailler en plus de sa carrière sportive, ce qui n'est pas forcément le cas de nos jours où les sportifs ne font que ça. Pacino va encore plus loin en insinuant que la télévision et surtout la publicité ont considérablement modifié le jeu. Ce qui est d'autant plus évident quand on sait qu'au Super Bowl, tout le monde va avoir sa page de pub, y compris les studios hollywoodiens comme la Warner. Enfin, il y a le speech de dernier match qui s'avère absolument phénoménal avec un Al Pacino absolument charismatique. D'ailleurs, inutile de dire que l'ensemble de la distribution est impeccable. Tous ces éléments font qu'Any Given Sunday est encore un très bon film aujourd'hui. Au passage, le director's cut n'en est pas vraiment un avec un remontage de certaines scènes, des minutes en plus et des changements de musique.
Donc voilà pour cette spéciale l'enfer du dimanche, j'espère que cela vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo sur Twitter, sur Facebook ou sur YouTube, à la partager, et sur ce je vous dis à la prochaine.